voudrais entendre Yasna sur son rôle de sapiteur. De par ta connaissance et ton antériorité dans le métier de la désinfection, comment effectivement tu vas jusqu'à pouvoir donner des avis sans forcément t'impliquer en tant que conseiller ou référent dans des chantiers qui n'est pas forcément ta mission. En fait, c'est quelque chose que je fais depuis très longtemps, donc il faut toujours naviguer entre, enfin, savoir exactement jusqu'où on peut s'impliquer. Moi, ma position et ce que je dis chaque fois à mes clients, c'est que je leur propose différentes solutions. Je leur explique techniquement voilà, ce que chaque solution peut avoir comme conséquence, mais à charge, c'est à leur charge à choisir parmi tout ça ce qui va leur convenir. Moi, je vais leur dire ça oui pour telle et telle raison. C'est toujours basé sur des éléments physiques et chimiques qui sont imparables. Par exemple, là, dans le domaine voilà, du nettoyage et de la désinfection du Covid, c'est vraiment rappeler, par exemple, pourquoi on dit chaque fois il faut nettoyer avant de désinfecter. Ça paraît un coup qui prend cette peine. En fait, non, il faut vraiment le faire et il y a des raisons bien précises, physiques et chimiques, pour lesquelles il faut vraiment le faire. Donc, moi, c'est mon rôle de sapiteur, c'est ça, c'est dire aussi pourquoi est-ce que quelqu'un va me demander est-ce que je peux utiliser la température pour voilà, dézinguer le Covid, oui, mais à quelles conditions je vais donner les éléments précis. C'est là-dessus que je me base. Donc c'est pour ça que je vais être sapiteur ou peut-être pas sapitrice, c'est un peu bizarre de ce côté-là, mais le choix et la décision est toujours du domaine du chef d'entreprise, parce que c'est lui le seul, qui a le pouvoir et qui connaît ses salariés, qui connaît ses chantiers et qui connaît les limites aussi financières de ce qu'il peut ou ne peut pas faire. Ok, très bien, ça résume. Et si Erwan était là, j'aurais aimé effectivement qu'il s'exprime que s'il devait, lui, en tant qu'expert judiciaire, désigner en cas de Covid-19 un sapiteur ou une sapiteure, voilà, tu saurais le profil idéal si c'était un problème d'infection, puisqu'effectivement, tu maîtrises pas simplement la réglementation, et d'ailleurs, tu maîtrises beaucoup plus historiquement la réglementation sauvetage, décontamination, désinfection que la réglementation amiante, auquel tu t'es mis effectivement depuis 5 ans à fond sur aussi la réglementation amiante, mais ton origine et ton domaine de compétences d'origine initiale est effectivement beaucoup plus le nettoyage, la désinfection, l'après-sinistre que l'amiante. Et c'est donc pour ça effectivement que tu as cette valeur de pouvoir intervenir et d'être en ressources aussi pour nous. Donc c'est aussi une personne de ressources pour nous, de pouvoir appeler si vous aviez les uns et les autres des missions qui donnent un côté particulier sur un plan de désinfection, par exemple, Yasna, c'est quelqu'un qui peut intervenir comme sapiteur à vos côtés, alors que vous êtes soit référent, soit vous êtes conseiller, et vous pouvez demander à Yasna de vous seconder, bien sûr, et de vous assister en seconde ligne en tant que sapiteur. C'est aussi ça l'intérêt de se désigner comme sapiteur. Alors les sapiteurs aussi, on va une règle entre nous, et ça avec Yasna, on est en train de les définir, c'est que on sera quand même très exigeant sur la compétence technique des personnes qui se nomment sapiteurs. Donc évidemment, c'est un titre qui n'est pas protégé, mais nous aurons, bien sûr, dans l'ensemble du cluster, à valider, ce sera toujours par consensus, valider effectivement telle personne veut rentrer comme sapiteur, il faudra effectivement un petit peu montrer patte blanche et avoir des preuves pour pouvoir être coopté dans le groupe des sapiteurs. Voilà, merci Yasna. Est-ce que d'autres veulent prendre la parole sur comment ils se voient dans ce dispositif potentiel? Est-ce qu'il y a des questions sur à quoi ça sert d'être dans le vivier et est-ce qu'il y a un intérêt d'être dans le vivier des préventeurs Corona+. Moi, je suis en contact avec notamment les architectes de copropriété. J'avais une réunion d'ailleurs avec eux hier soir. Et ils organisent régulièrement des formations au sein de leur association. Ils doivent être une centaine, je pense, d'architectes de la copropriété, principalement basés sur Paris. Est-ce que ça vous intéresse de proposer une formation, de leur proposer une formation? Voilà. Alors, bonne question, effectivement. Je rappelle que, comme ils sont architectes, ils vont recevoir la proposition de formation généraliste de la maîtrise d'œuvre, donc qui est en train de se mettre en place. Donc, par contre, ça, c'est une information effectivement que tu peux relayer en leur disant, déjà, allez voir sur le site de l'ordre. Vous avez reçu normalement ce qu'on appelle le bloc net, qui est notre lettre d'info.
Donc tous les architectes inscrits à l'ordre ont reçu la possibilité d'aller dans leur profil, et sur leur profil, dans leur compte, ils peuvent effectivement avoir déjà l'accès à ce que vous avez vu tout à l'heure, donc les 8 vidéos, ce qu'on appelle le CLOM, qui est un moment de formation, on peut aller jusque-là, mais qui n'est pas encadré, donc qui va nécessiter demain une formation avec des centres de formation. Donc s'ils ont besoin d'une formation spécialisée, je dirais, le conseil à leur donner, c'est de voir s'ils ont un organisme de formation attitré ou plusieurs qui sont déjà bien spécialisés dans leurs problématiques spécifiques d'archi de copropriété, pour qu'ils puissent voir avec l'ordre des architectes, qu'il y a une réunion a lieu lundi, pour coordonner ce qu'on appelle le REFCA, qui est le réseau des centres de formation, des organismes de formation agréés par l'ordre des architectes. Et le REFCA, qui comporte aujourd'hui une quinzaine de centres de formation, va normalement statuer sur comment on va mettre en place et décliner ce qu'on a mis en place, nous, dans le cadre du club. Donc les éléments modules du club pourraient être augmentés, utilisés, réorientés, requestionnés sur des domaines particuliers. Et donc là, il y a un accord qui doit se passer la semaine prochaine entre l'ordre des architectes, le REFCA qui est validé par l'ordre, pour que le contenu, et surtout ce qu'on insiste, et c'est pour ça que vous avez vu que voilà, on insiste sur les termes, sur la terminologie, sur des niveaux de risque, etc., que ça soit cohérent partout, et que ça soit celui des architectes. Donc, voilà la réponse pour l'architecte. Alors par contre, sur la position de l'ICEF, en tout cas position de nos partenaires, on va proposer à tous les membres de Réseau A+, et pour l'instant, ne sont ici d'ailleurs que des membres de Réseau A+, et pour l'instant, ce sera que des membres de Réseau A+, pour simplifier les choses, avant d'ouvrir à peut-être plus grand, que les partenaires qui sont ni conseillers, ni sapiteurs, ni référents, puissent quand même être présents. Et du coup, il y aura un onglet qui va s'appeler partenaires, qui seront tous les membres de Réseau A+, qui pourront aussi apparaître avec une fiche en disant pourquoi ils ont intérêt effectivement à venir là, notamment sur ça, de servir d'intermédiaire, pourquoi pas, mais de proposer aussi, pour certains, des solutions matérielles, techniques, technologiques. On a des gens qui peuvent proposer et qui sont partenaires sans être potentiellement référents, parce qu'ils ne sont pas dans le circuit des intervenants de chantier, voilà, mais qui pourraient, en tant que fournisseurs, par exemple, de matériel ou de produits ou de solutions informatiques, techniques, technologiques, ils pourraient effectivement avoir un intérêt à donner un avis, ou les phases de recherche aussi, des gens qui sont dans la recherche, qui sont en train de rechercher aujourd'hui des produits ou des solutions. Donc tous ceux qui sont qui n'ont pas encore fourni leurs produits, qui peuvent déjà signifier leur intérêt pour ce qu'on est en train de faire. Oui, et là je pense peut-être donner la parole à François Félix sur l'entretien qu'on a eu sur des solutions innovantes, comment on pourrait aussi proposer en interne une discussion là-dessus. François, si tu peux nous dire un mot. Volontiers, oui. Effectivement, j'ai été peu de temps, depuis 1 ou 2 semaines, en contact avec un certificateur d'air. À part une offre américaine et suédoise, il n'y a pas grand monde sur le marché français. Donc il y a un véritable intérêt, sachant que on a démontré qu'il y a une diffusion du Covid par moyen aérien. Donc la purification d'air en milieu hospitalier, dans les EHPAD ou d'une manière générale dans les lieux publics peut avoir un immense intérêt. Complémentaire avec le port du masque, avec les gestes barrières, il y a effectivement un intérêt très très important pour ce type de matériel. Ok, alors le temps passe, donc on va voir un petit peu peut-être que est-ce que d'autres, surtout les non-membres du cluster, est-ce que vous avez des choses des questions à poser? Claude, est-ce que dans le milieu du diagnostic, est-ce qu'il y a des choses particulières qui t'intéressent dans ce qu'on a dit ici, qui ne sont pas repris dans les autres guides? Écoute, au niveau du diagnostic, effectivement, aujourd'hui, je regarde un peu tout ce qui se passe et je pense qu'effectivement, les grands donneurs d'ordre, tout ce qui est bailleurs sociaux, eux sont également en attente. Je pense que Jean-Michel le sait bien également. Donc, aujourd'hui, je regarde un peu ce qui se passe, j'écoute. Et je pense au fur et à mesure, je pense que tout le monde un peu se renseigne un peu à gauche, à droite, mais de là être référent, conseiller dans le cadre du diagnostic, ça me paraît également, disons, je ne veux pas dire une charge un peu lourde, mais disons peut-être pas forcément, disons, quelque chose d'approprié à notre profession, quoi. Un accompagnement, certes, ça j'en suis convaincu, quoi. Mais un support, je sais pas, à voir, à garder le contact avec nos clients et à communiquer là-dessus. Ok, merci. Pascal? Bon, il y a eu des guides concernant les diagnostiqueurs.
le lien entre le diagnostiqueur et nos donneurs d'ordre. Est-ce qu'il n'y aurait pas pas une formation, mais genre un guide à savoir comment faire tout ça. Sachant que les guides que je vois apparaître au niveau des diagnostiqueurs me paraissent tout à fait très succincts et ont carrément éludé la problématique amiante en mettant ça dans un chapitre tout à fait différent. Sachant que quand on rentre dans un bâtiment, si on n'a pas certains renseignements, bah, c'est susceptible de contenir de l'amiante. Et là, ils ont éludé carrément la chose. Voilà, donc c'était pour. Et je suis en train aussi de voir avec un centre de formation d'agences immobilières, disons d'administrateurs de biens, comment voir peut-être pour réouvrir leurs agences et les liens entre les différents prestataires comme le service de nettoyage, le diagnostiqueur qui va rentrer dans les immeubles ou dans les copropriétés. Voilà. Ok, merci Pascal. Est-ce que Mélanie, sur la spécificité des entreprises de désamiantage, est-ce qu'on sent aujourd'hui une orientation, notamment sur ce que tu nous as annoncé, qu'il risque d'y avoir une obligation de prendre un assistant maître d'ouvrage systématiquement dans certains chantiers? Moi, j'ai pas du tout de retour sur ces sujets-là. Enfin, non, j'ai pas de retour sur les entreprises de désamiantage. On parle pas de. Non, j'ai fait pas mal de visio, enfin de webinaires et aucun retour sur ces questions-là. C'est-à-dire qu'il ne se pose pas la question, ou est-ce qu'on entend des prémices de la direction du travail qui pourraient nous dire, pour les chantiers de désamiantage, il faudra que le maître d'ouvrage désigne un référent et non pas pourra désigner un référent? À ma connaissance, non. Mais après, j'ai pas forcément eu de retour sur ces points-là. Donc, Jean-Michel, est-ce que tu as des informations là-dessus? Ouais, les retours que j'ai, moi, pour les chantiers de désamiantage, c'est que les gens y vont doucement. En général, ils font des chantiers où il n'y a qu'une seule entreprise, sur des chantiers qui ne sont pas occupés. Et on a l'impression que ils font des sortes de chantiers tests, quoi, pour voir comment concrètement les mesures recommandées sont effectivement appliquées, comment tout ça tourne, quoi. C'est un peu l'impression qu'on a. Pour des entreprises qui sont suffisamment structurées et qui sont certifiées amiante, donc en général qui ont déjà l'habitude un peu de gérer la prévention, je pense qu'ils ont compris que il y avait des documents à faire, etc. Et puis il y a des entreprises pour qui en fait la première nécessité c'est trouver du gel et des masques, et puis une fois qu'on a le gel et les masques, c'est bon, on est dans les clous. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un manque de prise de conscience de la traçabilité, de la mise à jour du DU et tout ça, quoi. Donc, okay. On va voir. Après, voilà. On a déjà des chantiers qui n'ont pas démarré parce que c'était le donneur d'ordre voulait partir, l'entreprise avait tout ce qu'il fallait, et le SPS débarque, et puis il fait une grande lettre en spécifiant toutes les recommandations du guide au PPBTP et qui dit tant que tout ça c'est pas prêt, avec les PPSPS qui vont bien, moi je fais pas le PGC et le chantier il redémarre pas. Ok, je vais vous lire le petit message que vient de me mettre Béatrice Sanzalone qui nous dit effectivement ici, donc bureau d'études qui nous dit beaucoup ne prenaient déjà pas au sérieux la protection contre les fibres d'amiante. Pensez-vous qu'ils seront conscients de se protéger pour le Covid? Les désamianteurs ont déjà du mal à être conformes avec leur réglementation et de rajouter des gestes barrières rajoute des difficultés pour eux, surtout pour les petites entreprises. Donc, je pense que c'est quelque chose dont on est effectivement très conscient. Ceci dit, l'idée effectivement de pouvoir adapter, je vais reprendre la proposition qu'on fait par exemple au niveau de l'ordre des architectes sur le niveau de chantier, mais en tout cas quand on suit l'Académie de médecine qui nous dit la distance c'est 2 mètres, c'est pas 1 mètre. Alors ça paraît effectivement aggraver la situation. Ceci dit, sur un chantier de désamiantage, la distance de 2 mètres, elle sera essentiellement avant et après l'entrée en zone. Elle ne va pas être dans la zone. Dans la zone, on s'en fout, qui est 1 mètre ou 2 mètres, a priori, si tout est bien étudié, je dis bien. Donc c'est bien dans la promiscuité, dans les zones propres,
au moment de la préparation du chantier et au moment du repli du chantier, où effectivement cette distance pourrait être prise en compte. Bon, ça c'est vrai. Par contre, si on met qu'en plus dans cette distance de 2 mètres, c'est parce qu'il y aurait des personnes sans masque, si on met des masques à tout le monde, il n'y a plus de notion d'1 mètre ou 2 mètres. Il faut mettre les bons masques, donc choisir les bons masques. Mais si on met des masques à tout le monde, ce qui on entend être la décision demain au 11 mai, tout le monde devrait avoir des masques, enfin tout le monde qui pourrait en avoir, notamment dans les transports publics, eh ben, nous disons aussi que l'ordre des architectes doit assumer pour les chantiers qui sont, alors on va dire à risque moyen, les chantiers qui sont à risque faible, qui sont au PPBTP, appliquons les dispositions de l'OPPBTP, mais dès qu'un chantier est repéré comme un chantier à risque moyen, c'est 3 notions de base qui vont être données. Masque pour tout le monde. Alors masque, ce qu'on appelle les masques alternatifs, donc des masques qui ne sont pas des protections respiratoires, mais des masques de protection, donc tout le monde en protection croisée, donc The Mask catégorie 1 ou des FFP1 à la rigueur, pourquoi pas, qui peuvent être mis simplement en geste croisé. S'il y a des interventions complexes de coprésence, non pas de coactivité, de coprésence dans un cercle effectivement d'1 mètre, là de diamètre, on rejoint la gravité mise en place par le guide. À ce moment-là, on passe en FFP2 et non pas en FFP1. On passe en FFP2 directement puisqu'on est au niveau maximum, au niveau minimum, pardon, de risque de prévention pour le Covid. Mais bien sûr, en avant ça, c'est dans les chantiers qui sont hors champ amiante. Si on est dans ce chantier amiante, on est carrément directement dans un chantier à risque fort, parce qu'il va falloir cumuler l'ensemble des risques. Donc voilà un petit peu ce qu'on va préconiser. Donc l'intérêt de voir tout ça, les chantiers spécifiques amiante, les chantiers de spécifiques autres avec le plomb, la silice, parce qu'on n'oublie pas, Jean-Michel, on le dit suffisamment, on n'oublie pas les autres risques chimiques, donc il faut prendre l'inventaire de tous les risques chimiques, mais en combinant et en étant droit dans nos bottes et sur le fil, d'abord l'amiante, le plomb, etc., et après le Covid, on a effectivement cette progression naturelle des risques qui pourrait être oubliée. Avec un masque FFP3 pendant 4 heures d'affilée sur la tête, on a l'impression qu'on peut peut-être faire à ce moment-là un quart d'heure de prestation amiante. C'est pas du tout prévu. 4 heures de masque FFP3, c'est toléré pour le FFP3, pour le risque, pour l'Académie de médecine par exemple, mais pas à l'intérieur de ça, avoir une vacation amiante de 15 minutes. C'est marqué nulle part. Donc voilà, peut-être qu'on tranche là-dessus. Alors, Claude, tu mettais effectivement, voilà, comment tu mets une question fort, moyen, faible. Eh ben ouais, c'est tout le boulot qu'on est en train de faire. Alors pour ça, alors la primauté évidemment et la priorité à l'ordre des architectes. Nous sommes en train de concevoir d'abord, c'est un regard rapide pour prendre tous les chantiers avec 18 items. Donc, il y aura 6 items avec chaque fois 3 sous-items et de dire en gros, si on regarde les moyens de protection collective, la durée du chantier, le nombre de personnes sur place, etc., on va pouvoir définir une grille qui nous pourra, et un petit classeur très simple, Excel, qui pourra nous dire, vous êtes à tel niveau. Vous êtes en niveau faible, moyen ou fort. Et faible plus, ou moyen, moins, etc. Ça permettra de classer. Et avec cette étude-là, rapidement, le maître d'œuvre, ça c'est pour les maîtres d'œuvre, le maître d'œuvre pourra dire, écoutez, moi, a priori, d'après les renseignements que vous m'avez donnés, sans être sur le chantier, je réouvre ou je réouvre pas. Si vous voulez réouvrir, moi je m'oppose. Et on pourra le faire valider par notre assureur qui pourra dire, il y avait raison de s'opposer dans l'état actuel des choses, à l'ouverture d'un chantier. Mais ça veut donc dire que pour réouvrir les chantiers, si on en risque fort, il faut que tout le monde soit autour de la table. Donc il faut absolument que le maître d'ouvrage, et c'est dans le contrat des architectes qu'on le dira, il faut que les maîtres d'ouvrage désignent. C'est pas, ils devront désigner. Alors soit ce sera l'architecte, s'il accepte, soit quelqu'un d'autre. Il devra, et donc on va forcer un petit peu plus la règle pour protéger effectivement les intervenants. Donc il devra désigner en risque fort. En risque moyen, ce serait quand même bien qu'il y en ait, voilà, et surtout le consensus. Quel est le consensus entre les différents Covid-19 ? Une prise de parole, François Félix, et après on quittera. Oui, merci beaucoup. Juste une observation. Sur le site, il y a encore quelques personnes qui sont identifiées parmi les conseillers, sapiteurs, pas encore de référent Covid-19. C'est une urgence, il me semble, d'identifier ces différents interlocuteurs partout en France. C'est vraiment une urgence. Par exemple, j'ai un chantier à Marseille. Mon client, il va reprendre les opérations. Vers qui vais-je l'orienter pour pouvoir le conseiller ? C'est une urgence d'avoir ces sachants partout en France. Merci d'avoir posé la question. Bon, voilà. Maintenant, oui, effectivement. Maintenant, nous, on démarre. On sait que la priorité, ce sera, en tout cas une réponse, je peux dire stratégique, ce sera l'ordre des architectes qui va pousser les architectes à prendre ces missions
même si, et c'est plus difficile, c'est l'architecte, vous le comprenez, de venir sur un chantier d'un confrère, d'une consoeur, ça va pas être facile. Il n'y a pas beaucoup de chantiers où il y a 2 architectes en même temps d'agences différentes sur le même chantier. Bon, alors c'est pour ça que j'ai posé aussi la question à Claude et à Pascal. Il me semble que dans la philosophie du chantier, la position, vous verrez, on mettra en ligne le dernier Bâti Actus si vous y avez accès, qui dit est-ce que le SPS peut prendre la mission de Covid-19. Je vous conseille d'aller le voir parce qu'il y a des positions qui s'affrontent entre notre référent administratif et politique, qui est Michel Klein, qui est le monsieur de la MAF, notre assureur, qui dit non, le SPS ne doit pas prendre par nature, ne peut pas d'ailleurs prendre par nature cette mission-là, il faut que ce soit quelqu'un d'indépendant. Bon, et bien sûr les SPS qui disent non, 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 il ne s'agit pas d'une nouvelle mission, il s'agit d'une nouvelle fonction. Auquel cas, une nouvelle fonction, on peut prendre une nouvelle fonction dans la mission. Donc ça, il y a un débat. Et la SMA BTP, par exemple, l'assureur, qui assure aussi des SPS, dit ben nous, les SPS, il n'y a pas de frais supplémentaires, il suffit qu'il le déclare. Mais il n'y a même pas de formation. Et il suffit qu'il déclare la mission, ce sera sans frais supplémentaires. C'est-à-dire que la MAF dit que ce ne sera pas possible si chez Euromaf, par exemple, un architecte fait un bureau d'études et SPS, et s'il y en existe, on vérifiera sa capacité chantier par chantier à prendre ou pas prendre, du coup, la mission. Et si on a 2 missions qui sont sur le même référence de chantier, il se peut que la MAF dise attention, vous n'étiez pas couvert parce que vous ne pouviez pas le prendre. Comme c'est déclaratif une fois par an, effectivement, attention au SPS. Donc, pour répondre à ta question, oui, ce serait bien. On n'a pas la vocation aujourd'hui et personne n'est capable de le faire, à part peut-être les ministères. Mais sur quelle base ils vont vérifier la capacité des personnes capables de faire une mission? Nous disons, la première capacité, c'est déjà être réseau A+, et avoir un minimum de formation amiante. C'est déjà 80% de la logique, c'est d'avoir une bonne formation amiante, donc au minimum sous section 4. Comme critère d'entrée, le prérequis, c'est sous section 4. Celui qui n'est pas sous section 4, c'est même pas la peine qu'il vienne chez nous faire la formation complémentaire, qui sera peut-être une demi-journée, parce qu'il ne va pas avoir connaître les bases des préventions collectives, le jargon, la VLEP, les notices de poste, etc. Si c'est pas ce que c'est, il va falloir faire qu'il fasse un grand bond. Et quelqu'un qui n'a pas ça, je pense peut-être certains diagnostiqueurs qui ne sont pas encore suffisamment présents dans ces modes opératoires, mais ceux qui le sont, Claude, ceux qui sont des bons, alors je dis pas des opérateurs de repérage amiante, hein, j'ai dit des gens qui ont la sous-section 4, ne confondons pas, ceux qui ont leur sous-section 4 et qui l'utilisent, qui utilisent des masques, qui font des modes opératoires avec des protections collectives, etc. Ceux qui font du coup essentiellement du repérage amiante avant démolition ou travaux, par exemple, bah, ceux-là sont pour moi tout à fait neutres et identifiés sur un chantier comme n'étant pas partie prenante du chantier et par vocation. Il me semble qu'en termes d'assurance, et là-dessus on travaille avec Olivier Vielaes pour Diagnos, Diagnos travaille effectivement sur comment ajouter simplement un module pour identifier le poste de conseiller, voire de coordonnateur référent, puisque par nature, le diagnostiqueur n'est pas dans le minimum des contrats d'assurance. Le diagnostiqueur n'est pas un conseiller, il ne peut pas porter du conseil, il fait son travail certifié, mais pas plus que le conseil pour ne pas s'immiscer dans la maîtrise d'œuvre. Donc il y a un débat à avoir, mais il me semble que des diagnostiqueurs immobiliers, des diagnostiqueurs bâtiments, et surtout qualifiés en avant-travaux plomb ou amiante, pourraient très bien assumer demain, avec une formation adéquate, certes, à partir de ce qu'on peut mettre en place. Et s'il y a de la volonté, oui, nous pouvons démultiplier. L'autre métier qui va peut-être nous manquer aussi, c'est les formateurs. Il faut demain beaucoup de formateurs pour aller former même à pied d'œuvre, hein, comme aujourd'hui c'est pas encadré, rien n'empêche tous les organismes de formation de pouvoir recruter des vacataires en formation à pied d'œuvre pour expliquer les minimums de dispositifs barrières et pas simplement les gestes barrières, les dispositifs. Encore faut-il que ces personnes-là, ces formateurs, ces référents pédagogiques puissent disposer d'un corpus. C'est ce qu'on a mis en place avec l'ordre et c'est ce corpus qui, validé par l'ordre, pourra être mis à disposition notamment donc des candidats référents, conseillers, formateurs. Hein, tout le gros du boulot a été fait quand même en 15 jours et c'est un corpus qui peut quand même servir à d'autres. Alors Béatrice, effectivement, voilà, elle se posait une question, mais c'est en privé, donc je répondrai si elle peut être ou pas référente. Tout le monde se pose la question, comment être référent. Alors, bien sûr, et comment conseiller des gens que vous connaissez pour l'être aussi. On commence dans l'ordre. D'abord, que des membres de Réseau A+, pour qu'on ait, même si vous avez vu, il y a 92 personnes aujourd'hui qui sont membres de Réseau A+, plus ou moins à jour leur cotisation. Donc, on fait un rappel pour les cotisations. Il y a les nouveaux qui sont là autour de la table, c'est très bien. Mais parmi ceux-là, ce sera déjà ça pour la connaissance de base sur les gestes amiantes, qui constituent quand même 80% de la similitude avec les dispositifs de sécurité sur le Covid. Et rappelons que le Covid est moins grave en termes de nocivité que l'amiante.
Alors, on n'est effectivement pas le même. Alors, on parle bien du risque chimique et biologique, mais on est en FFP2, en niveau 2 pour tout ce qui est particulier, et on est en niveau 3 pour l'amiante. Donc, celui qui sait gérer du niveau 3, a priori, devrait savoir gérer du niveau 2. Bonne fête du travail des travailleuses et des travailleurs, hein, j'insiste. Portez l'églantine et pas le muguet, pour ceux qui savent ce que ça veut dire. Suivez l'actualité, vous serez régulièrement invité à venir voir ce qui se passe sur le site en tant que visiteur et de pouvoir comprendre la procédure qui va vous proposer aux uns et aux autres de pouvoir rejoindre le cluster Corona Plus avec évaluation, formation complémentaire s'il faut, etc., pour que vous puissiez rejoindre donc le cluster qui est pour l'instant la référence de l'ordre des architectes. Voilà. À très vite et bon appétit à toutes et à tous.